a dit que la gare est un lieu où les gens vont de toute façon. Et donc, si on arrive à capter l'énergie, l'attention et l'investissement autour de ces personnes, eh bien, la gare devient un levier de développement économique extrêmement fort. C'est ce que, en tout cas, moi, j'ai noté dans ce qui a été dit dans ces deux débats. Et bien justement, puisqu'on parle de développement économique, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur, de sortir un peu du tunnel et des voies, et d'accueillir celui qui est chargé par le gouvernement d'une mission de pilotage de la transformation numérique de l'économie française. Veuillez accueillir Philippe Lemoine, s'il vous plaît. Alors, Philippe Lemoine est PDG de Laser, président de la FING, et l'un des thèmes retenus pour la transformation numérique de l'économie française, eh bien, c'est justement la mobilité des personnes, et il va nous donner les grandes lignes du travail qu'il a engagé. Philippe. Bon, merci. Bonjour, j'espère que je vous apporterai quelque chose de plus que ces débats passionnants auxquels vous participiez. Moi, j'étais vraiment heureux de l'invitation et heureux de participer à cette réunion. Vous allez voir pourquoi. Parce que les convictions que je suis en train de me forger sur cette mission, je crois, rejoignent vraiment la portée et l'ambition du projet qui vous réunit aujourd'hui avec cette belle phrase « Inventons le métro le plus digital du monde ». Bon, très rapidement sur la mission, avant de vous parler de ces convictions, cette mission m'a été confiée au mois de janvier par Bercy pour voir comment piloter et accélérer la transformation numérique de l'économie, avec l'ambition que la France soit parmi les pays leaders dans l'appropriation des nouveaux business models de l'économie numérique. Cette mission a été étendue par la suite par Marie-Lise Lebranchu à tout le secteur public. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un rapport final au mois de septembre. Mais avant un rapport final, mon but, c'est d'arriver à provoquer ou à susciter une batterie de projets qui démarreront, si possible, avant même la remise du rapport, pour montrer qu'on peut effectivement changer les choses, accélérer les choses, dans un contexte dans lequel, si je situe les choses rapidement, moi j'ai l'impression que quand on parle de transformation numérique, on voit d'abord une course dans laquelle il y a un certain nombre de gens qui courent pour se transformer. Ceux qui sont en tête de la course, c'est clairement les personnes. C'est clairement vous, moi, les différentes personnes qui, là, n'ont pas de complexe. Ils vont, et en France comme ailleurs, à fond dans la transformation numérique. Et puis, assez loin derrière, il y a les entreprises et les institutions qui, dans tous les pays du monde, cavalent pour rejoindre les transformations des personnes. Et ça, c'est vraiment mondial. Il ne faut pas se dire que c'est un problème français. Tous les cabinets de consultants vendent à travers le monde des prestations aujourd'hui qui s'appellent Digital Disruption, transformation numérique ou autre. Et c'est vraiment très, très général. Peut-être en France, malheureusement, on a un écart de vitesse particulièrement net qui s'établit à l'heure actuelle entre la course des entreprises, même les grandes, plus lentes, et les particuliers qui vont beaucoup plus rapidement. Il faut dire que sans doute il y a des facteurs qui font que c'est assez compliqué, se saisir des transformations numériques pour les entreprises, quels que soient les talents. Et moi je suis assez frappé de voir que des entreprises qui, il y a 4-5 ans, notamment dans les grandes entreprises, auraient dit circuler, il n'y a rien à voir. Je me débrouille très bien, j'ai un site internet formidable, j'ai des équipes de qualité. Aujourd'hui, problème. Dans un secteur pas très loin du vôtre, la SNCF, au printemps dernier, M. Pépi avait sonné le branle-bas de combat quand un sondage avait montré que Google ne vend pas de billets de train. Mais que si Google vendait les billets de train, 77% des Français
étaient prêts à aller acheter leur billet de train chez Google. Et Guillaume Pépi a dit, ce n'est pas uniquement un problème de site internet. Il y a voyagesncf.com et un des opérateurs marquants du paysage numérique français, un des leaders. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est la capacité pour l'entreprise de se positionner dans une offre de service qui est anticipée comme une offre de service. Et c'est l'axe stratégique qu'a pris Guillaume Pépi pour la SNCF maintenant, de ne pas être uniquement un opérateur de chemin de fer, mais un opérateur, un intégrateur qui assure une agrégation de services très fluide depuis le domicile des personnes jusqu'à leur point d'arrivée, en associant de façon multimodale différents types de transports les uns par rapport aux autres. Et donc, dans de nombreux secteurs de l'économie, il y a à l'heure actuelle une sorte de réflexe. Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas, j'en ai vu pas mal, mais qu'il y a plus de la moitié des patrons du CAC 40 qui ont dit à leur conseil d'administration, j'ai bien réfléchi, aujourd'hui, notre principal concurrent, c'est plus un tel, c'est Google, ou c'est Facebook, ou c'est Amazon, ou c'est un des grands acteurs de ce type-là. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent des stratégies de surtraitants. Ils vont venir créer une couche entre moi et le grand public, et ils vont me pomper de la marge. Ils ne vont pas être uniquement me concurrencer, mais ils vont me vider ma marge. Donc comment je m'y prends d'une manière ou d'une autre ? Et tout ça traduit tout de même une certaine difficulté à savoir, d'une part, travailler avec justement ces gens qui courent très vite, les personnes, et d'autre part, à savoir gérer. Tout le monde parle de la gestion de cette ressource que sont les données, mais en fait, c'est très compliqué. Et il y a très peu d'entreprises, dans très peu de secteurs qui tirent réellement de la valeur de ces données. Et donc, vous voyez, le risque au milieu de tout ça, il y en a trois risques assez évidents. Le premier, c'est que l'espèce de siphonnage de marge, de valeur ajoutée que craignent des entreprises se produisent réellement. Et ça peut être massif. Quand vous faites des petits calculs, je ne voudrais pas encore donner de résultats, mais des petits calculs pour voir quelle est la valeur boursière des GAFA, des Google, Apple, Facebook, Amazon, et que vous dites cette valeur boursière, elle suppose un déplacement de la marge, un déplacement de la valeur ajoutée des secteurs traditionnels de l'économie vers ces acteurs. Vous savez, ça représente, et qu'on essaie de voir quelle est la part que la France va prendre à cette perte de marge, c'est quelque chose de massif. Massif par rapport à la capacité de résultats et de profit des entreprises. Donc il y a vraiment un vrai sujet, ce n'est pas uniquement une imaginaire. À côté de ça, il y a un sujet un peu imaginaire, c'est que comme les entreprises ne vont pas assez vite, les personnes, les individus qui vont, eux, beaucoup plus vite, ils associent tout le potentiel imaginaire utopique de la transformation à un tout petit nombre d'acteurs. Et donc vous avez des acteurs qui, eux, sont extrêmement crédités, extrêmement admirés, dans lesquels les offres d'emploi affluent. Et comme par ailleurs, ils ont beaucoup de cash, quand vous prenez les grands acteurs du numérique américain, les 8 principaux acteurs numériques américains concentrent 25% du cash des entreprises américaines. Donc vous voyez, ils ont une capacité de force de frappe tout à fait importante. Et en France, leurs parts de marché, la plupart, sont assez élevées parce que justement, ils occupent tout le terrain imaginaire des uns et des autres. Et puis il y a un troisième risque, c'est que l'État soit de plus en plus saisi dans tous les sens, et c'est ça le sens profond de la mission qui m'a été confiée, d'une demande de protection. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il n'y a pas uniquement des artisans comme les taxis, pas uniquement des petits commerçants comme les libraires, pas uniquement des petits entrepreneurs comme les hôteliers qui disent « Oh là là, le numérique va me tuer !» Mais regardez les titres de la presse économique, c'est vraiment, aujourd'hui, toutes les semaines, il y a un article du genre « Ces startups qui vont tuer votre business, il n'y a pas d'abri anti-numérique, etc. » Il y a vraiment une sorte de demande de protection qui n'est pas uniquement dans le domaine de la culture, pas uniquement dans le domaine Netflix, etc., qui est une demande de protection. Et si les pouvoirs publics y répondaient au pied de la lettre, il y aurait le risque de rigidifier la société française beaucoup plus au moment où elle n'en a vraiment pas besoin et où il y a des tas de start-up, des tas d'entreprises qui, elles, se saisissent très intelligemment du numérique pour faire des tas de choses très intelligentes, très, très vivantes. Ça, il faut absolument éviter ça. En fonction de ça, j'ai un certain nombre de convictions à ce stade-là que je vais vous asséner, j'en vois 5, et qui me semblent bien illustrées par le projet qui vous réunit aujourd'hui et qui me semble vraiment très, très porteur. Bon, première conviction, je pense qu'il est absolument important de ne pas considérer la transformation du numérique uniquement comme une partie économique,
mais comme une sorte de vaste redistribution des cartes de l'architecture générale de ce qui se passe dans la société. On était habitué à un régime de modernité qui était le fait qu'on voyait la société comme très très verticale tout de même. Il y avait en bas les mouvements de la technologie, l'économie, la société, la culture, le sens, la politique. Bon, tout ça est en train de se réorganiser complètement avec d'autres types de relations entre les personnes, les appareils, les différents types d'instances. Et ce qui est frappant, c'est de voir ce lien extrêmement fort entreprise du numérique, culture, imaginaire. La première conviction, c'est qu'il est très important qu'il y ait en France des grandes entreprises qui se réapproprient le numérique pour occuper l'espace de l'imaginaire et occuper l'espace des utopies au quotidien. C'est une grande tradition des entreprises. Je ne voudrais pas faire un grand dégagement sur la électricité, sur ce qui a pu exister en matière d'esthétique industrielle à une époque, etc. Mais franchement, je trouve que ça ne manque pas d'allure de dire on est capable de faire le métro le plus digital du monde. Ça, voilà, il faut avoir des projets comme ça qui fixent l'imaginaire et qui parlent à tout le monde. Deuxième conviction, il faut, je crois, puisqu'on a étudié différents types de secteurs, on a travaillé, et on travaille encore, par journée de co-construction avec les acteurs, grandes entreprises, start-up, etc., des différents secteurs, et on a retenu un secteur qui est la mobilité. Je pense qu'il est essentiel que la mobilité, c'est-à-dire la circulation des personnes dans le monde réel, redevienne un objet qui soit un objet pas uniquement de contrainte, mais un objet de plaisir, de désir, autant que le fait de naviguer dans le monde virtuel. Ça, c'est absolument essentiel. Il faut arrêter une sorte de dichotomie dans laquelle circuler dans le monde pour de vrai, ça serait optimiser un système de contraintes. Et quand on veut vraiment se payer quelque chose d'agréable, on va sur Internet. Ça, c'est pas possible. D'autant plus que le numérique peut arriver à transformer ce qui est vu comme un système de contraintes, comme un système de plaisir, de souplesse, etc. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses très intéressantes. Par exemple, dans la journée mobilité, il y avait l'idée qui était émise et qui rejoint vraiment ce que les perspectives dans lesquelles vous êtes, c'est qu'il est très très important pour les personnes de savoir dans la ville, aujourd'hui, se situer de façon absolument intermodale, etc., aller d'un endroit à un autre en fonction d'une situation concrète dans laquelle on est. Pas uniquement connaître un système théorique de trajet, mais connaître le fait que voilà, j'ai 92 ans et je dois aller passer un examen médical à tel endroit, quel est non seulement le moyen le plus rapide, mais le moyen aujourd'hui qui me permet de circuler en sachant que je ne vais pas tomber sur un escalator en panne, par exemple. Ou je débarque du train à telle gare, je suis une maman avec 4 petits-enfants et une valise, etc. Comment je vais me débrouiller? Et pour ça, il faut accéder à des systèmes d'information qui soient des systèmes d'information non seulement qui vont supposer un effort très important d'open data de la part des différents opérateurs de transport, un effort de coopération entre eux important, mais également une actualisation de l'information, beaucoup d'informations d'actualité. Par exemple, quand je parlais de l'escalator en panne, il faut que les personnes puissent renseigner, dire attention, il y a une panne, ou bien simplement que l'on suive peut-être traçabilité, c'est pas exactement la même approche, en voyant les mobiles, etc. Voilà, normalement, tous les jours à cette heure-ci, on voit des personnes qui prennent tel couloir, tel vecteur, ils se détournent aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Bref, et rendre ça disponible, actuel, clair pour les personnes. Tertio, je crois qu'il faut absolument, j'ai parlé de grandes entreprises, mais accompagner la vague actuelle d'innovation entrepreneuriale, d'initiative entrepreneuriale pour leur permettre de se croître et de se renouveler. Ça, c'est possible avec le numérique. Vous voyez, quand on regarde, j'ai parlé depuis un moment du CAC 40, mais quand vous prenez les 100 premières entreprises d'un pays, ça c'est un critère très important par rapport à la compétition numérique, c'est de voir lesquelles ont moins de 30 ans. Vous savez qu'en France, je ne sais pas si Free est dans les 100 premières françaises. Si Free est dans les 100 premières françaises, il y a une entreprise française qui a moins de 30 ans dans les 100 premières. À l'échelle européenne, il y en a 9. Aux États-Unis, il y en a 63. Donc vous voyez, l'adéquation, la capacité des entreprises de bien comprendre leur environnement, c'est extrêmement lié à leur jeunesse. Zuckerberg fêtait il y a un mois ses 30 ans à lui. Il est en plein dedans. Je ne sais pas, moi, quand je lis que l'industrie automobile, l'acheteur moyen d'une automobile neuve en France a 51 ans,
On imagine comment les services marketing de ce monde-là travaillent, comment ils regardent autour d'eux, qui ils regardent, qui ils considèrent. Et forcément, il faut arriver à avoir d'autres façons de travailler, d'autres façons de regarder pour être raccord avec l'évolution de la société dans une articulation un peu nouvelle entre les entreprises. La société, c'est absolument important. Or, aujourd'hui, il y a plein d'offres de services pour permettre non seulement aux entreprises de naître, il en est plein en France, mais de croître, de ne pas avoir de mortalité trop précoce, mais de croître de façon des entreprises intelligentes qui permettent de faire de l'accompagnement juridique des entreprises, de l'accompagnement compta, contrôle de gestion pour des entreprises de moins de 10 salariés, avec les smartphones, de façon intelligente, qui leur permettent de vendre plus facilement, de faire la publicité par Internet assez aisément, de passer l'échelle de l'international. Il y a plein. Le problème, c'est de créer aussi des pôles d'agrégation pour savoir, pour des petits entrepreneurs ou des entrepreneurs individuels, de savoir à qui s'adresser. Et ça, je pense qu'il y a quelques grands opérateurs qui peuvent jouer ce rôle. Je pense que la Poste peut jouer ce type de rôle. Je pense que vous pouvez jouer ce type de rôle. Je pense que derrière le thème du cloud, qui serait situé de façon mutualisée pour non pas les grandes entreprises, pas les PME, mais les entreprises comme ça de 10 salariés, 15 salariés, 2 salariés, pour un petit réseau, qui ont besoin beaucoup plus que d'autres encore de services numériques. Parce que vous savez bien que si vous devez vous-même répondre à les appels d'offres, structurer des réseaux, voir comment rassembler un certain nombre de forces pour répondre à un appel d'offres, vous faites un usage beaucoup plus important du numérique que des grosses boîtes. Et pour ça, vous avez besoin de savoir sur qui vous allez vous appuyer et comment. Quatrième conviction, je crois, importante, je crois qu'il faut absolument que l'administration, que le secteur public se remue. Parce que ce n'est pas normal, quelque part. Vous voyez, à l'heure actuelle, il y a une trilogie. Il y a le marché et la logique d'entreprise. Il y a l'État et la logique d'intérêt général. Et il y a de plus en plus la logique de bien commun. Les entreprises travaillent de plus en plus le lien entre elles et la logique de bien commun. Mais il faut absolument muscler, redévelopper un lien entre la logique d'intérêt général et la logique de bien commun. Ça passe par une réflexion très forte du monde administratif. On travaille là-dessus dans le cadre de la mission. Et pour moi, un des symboles, pardon de vous le dire, mais c'est les gares. J'admire beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de la SNCF, tout ce qu'ils ont fait. Il y a une chose que je n'admire pas, c'est quand je dois me connecter avec une gare, téléphoner une gare pour savoir un horaire, pour savoir des objets perdus ou autres. Je passe par le système de répondeur téléphonique automatique de la SNCF. C'est abominable, c'est abominable. Dites, répétez, valise, voilà. C'est l'image la plus négative du numérique que l'on puisse donner. Il faut absolument arriver à autre chose. Et pour ça, les gares doivent être des lieux d'accessibilité, d'interaction, de service. Et ça me semble être absolument au cœur de ce que vous indiquez. Et puis, cinquièmement... Le dernier point, donc. Et dernier point. Vous suivez parfaitement. Oui, il y a 5 points, les 5 doigts de la main. Voilà. Voilà, c'est très important si on dit... Oui, la France a la capacité d'être... La lettre de mission, elle ne fait pas de l'inflation. Je suis persuadé que la France est un des pays qui a la capacité d'être parmi les leaders en matière dans ce paysage futur de l'économie numérique. Mais pour ça, il faut vraiment que la France et que Paris, pour rayonner dans le monde, sache à nouveau abriter le monde. Moi, j'ai lu, il y a une exposition formidable sur Paris en 1900 à l'heure actuelle, et j'ai lu pas mal de choses sur cette période-là qui étaient vraiment étonnantes, parce que si Paris a pu être vu comme la capitale du monde, c'est parce que le monde était dans Paris, parce que les artistes étaient dans Paris, parce que les gens circulaient dans Paris. Et à cette époque-là, à la RATP, cette année-là, 1900, où il y a eu à la fois les premiers Jeux olympiques et une exposition universelle, il y a eu 50 millions de touristes à Paris. Et pendant cette année-là, à la RATP, dans le métro, il n'y avait pas autant de lignes qu'aujourd'hui, tout était traduit en 39 langues. En 39 langues. Et au moment où tout le monde pense à équiper les agents de tablettes, d'outils de ce genre, etc., pitié du multilinguisme, faire en sorte que des personnes, des Chinois, des Japonais, des gens qui viennent de l'autre bout de tel ou tel pays d'Afrique, de pays d'Amérique latine, en espagnol, en portugais, etc., immédiatement que l'on puisse avoir l'impression qu'on est accueillant
qu'on parle leur langue et qu'on sait les ouvrir. Je pense que tous ces projets-là sont au cœur de votre vision d'un métro le plus digital du monde. Franchement, ça peut être un très très beau projet qui correspond en plein aux différentes convictions que porte ma mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Demoine.